final seconds here in this NBA season. The respect from those two. And that's it. It's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble, and banner number 17 will soon hang in the rafters. Les Los Angeles Lakers sont champions NBA après une saison 2019-2020 interminable. Ce sont donc les Californiens qui soulèvent le Larry O'Brien Trophy. Quant à LeBron James, il soulève lui son 4e titre de MVP des finales avec une 3e franchise différente. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce bilan des finales NBA avec moi aujourd'hui. J'avais besoin de quelqu'un avec une connaissance historique de la NBA. J'ai donc rappelé Ilias. Comment ça va, Ilias? Bah écoute, ça va plutôt bien et je suis plutôt content que tout ça prenne fin. Non pas parce que j'étais fan de l'une ou l'autre équipe, mais tout simplement parce que sur le plan physiologique, physique et on va même dire mental, on avait besoin de se reposer un peu, de retourner à un cycle qu'on qualifiera de normal. Donc voilà, les choses ont pris fin. Donc voilà. Il était temps. Voilà. Il était temps que c'est, même si on a pu le dire sur les quelques derniers matchs, le niveau était très bon et on en reparlera. C'était, je pense, globalement une belle finale et de beaux champions, ces Lakers, et de bons dauphins, ce hit. Globalement, oui, vu le rythme qu'on tient actuellement, ça fait plaisir que ces finales s'arrêtent. On va donc revenir dans cet épisode forcément un peu sur ce match 5, même si c'est pas le match le plus intéressant de cette série, et on va revenir beaucoup sur ce titre des Lakers, ce que veut dire ce titre des Lakers pour la franchise de Los Angeles, pour les destins des joueurs concernés. On va aussi revenir un peu sur le hit, et on va bien sûr se projeter un peu après sur l'avenir à court et moyen terme de ces deux équipes. Avant ça, comme d'habitude, peut-être que vous nous découvrez avec cet épisode, donc on vous invite à nous suivre sur la plateforme de podcast où vous écoutez notre émission, nous noter, si c'est possible sur Apple Podcast 5 étoiles, ça nous permet de conserver notre place de leader des podcasts basket sur Apple Podcast, et puis suivez-nous sur Twitter. Alors, vu que vous êtes les auditeurs, on va vous donner en avant-première, suivez-nous sur Twitter parce qu'on va bientôt vous faire gagner un maillot NBA. Un maillot NBA de votre choix. Donc là, si vous avez un Twitter et qu'à l'heure actuelle vous ne suivez pas Dunk Hebdo, je sais pas ce que on doit dire de plus pour vous amener à nous suivre. Donc suivez-nous sur Dunk Hebdo. Dans les jours qui viennent, on va annoncer un concours, on va vous faire gagner un maillot NBA. Là-dessus, après vous avoir mis un peu l'eau à la bouche, on va marquer notre petite pause habituelle et puis on se retrouve pour parler de ce titre. Les Lakers ont donc soulevé leur 17e titre dans la nuit de dimanche à lundi ici en France. Ilias, on va pas y aller par carte chemin, on va déjà parler de ce match 5. Une boucherie. On va être honnête, une boucherie. Les Lakers qui clairement sont arrivés le couteau entre les dents et un hit qui n'a pas su réussir des choses qu'on l'a vu réussir sur le reste de la série. C'est ça. Alors je pense qu'on était un petit peu arrivé à la fin de quelque chose côté Miami et cette chose c'était tout simplement en fait les capacités physiques à l'image en fait de Jimmy Butler en fait qui on le voyait à l'issue de la conférence de presse d'après match du game 5, le type il s'est levé de sa chaise et c'est à peine s'il arrivait à marcher, on le voyait pas mal boitiller. En gros, c'était l'état d'un joueur qui venait de monopoliser le ballon pendant 47 minutes sur les 48 du match, et ça s'est énormément ressenti dans ce match-là où déjà la défense des Lakers s'est beaucoup ajustée, a été très active tout le temps en mouvement et sans arrêt en fait en train de le cibler. Donc voilà, on peut considérer que Vogel a fait les bons ajustements en intégrant Caruso dans le 5, ce qui a permis déjà d'avoir un petit peu plus d'activité que par rapport à la présence de Dwight Howard. Et pour moi, c'était un choix évident que de mettre Anthony Davis en numéro 5, au poste 5, sachant que c'était selon moi même quand la saison a commencé, la chose qui selon moi était la plus inarrêtable pour ces Lakers, sachant que si en fait on arrive à faire comprendre à Anthony Davis qu'il doit jouer poste 5, bien qu'il ne le souhaite pas, bien ces Lakers seront encore plus forts.
toutes ces choses, on va dire, qui s'emboîtent les unes dans les autres, ont permis ce résultat-là, mais il y a encore énormément de choses à dire là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec ton constat global. On a vu peut-être, oui, Miami pour la première fois buter physiquement. Ce qu'on n'avait jamais vu, parce que d'habitude c'était eux entre guillemets les agresseurs, et clairement le ton a été donné, notamment dans la peinture. Je crois dans le premier quart-temps, c'est 24 points marqués dans la peinture par les Lakers, et je pense que celui qui a donné l'impulsion, c'est LeBron. LeBron qui a pénétré tout au long du début du match. Et puis tu l'as dit là justement, de mettre Anthony Davis en 5, là où on voit qu'on pourra en reparler plus tard. Mais Bam Adebayo alors on sait pas son état physique, est-ce qu'il était même ne serait-ce qu'à 80%, c'est difficile à dire, mais on a vu qu'il a vécu une série difficile contre Anthony Davis, et c'est pas un hasard où les matchs où ce face à face est le plus présent, ce sont les matchs où Anthony Davis a été le plus dominant. Donc je pense que oui, globalement on a vu des Lakers en pleine bourre aussi, faut quand même l'avouer, parce que le match de Rajon Rondo, on avait dit avec Alan dans l'épisode précédent qu'il fallait que un Laker à côté de LeBron James et Anthony Davis se réveille. Ça a été Rajon Rondo, mais je pense pas qu'on s'y attendait autant. Et globalement, à peu près tous les joueurs des Lakers ont fait un bon match, à l'exception peut-être d'un Danny Green encore en délicatesse, et bon, d'un Kyle Kuzma, mais ça devient habituel malheureusement. Mais je trouve vraiment qu'il y a eu une des meilleures partition qu'on a vu de toute équipe en playoff. C'est pour ça, moi, avant d'enregistrer, je te disais, Elias, c'est une bonne façon de finir, j'ai l'impression, parce que on a vu, parfois, moi, j'aime bien qu'une finale se finisse par une domination d'une équipe. Ça prouve que, ok, celle-ci, elle était plus forte et elle mérite son titre. Alors, ouais, et je pense que tout ça, ça peut s'expliquer, en fait, par la difficulté à digérer la défaite du match précédent. On voit voilà que les Lakers avaient revêtu leur maillot du Black Mamba pour pouvoir essayer de finir et de rendre hommage à Kobe. Voilà, le hit s'est accroché, c'est aussi servi, on va dire, de cette motivation. Comment ça, vous sortez des pompes dorées concernant Anthony Davis, vous sortez votre maillot noir comme si vous alliez forcément faire un 7-0 nous concernant, et donc terminer la série. Je pense qu'ils se sont nourris de ça et que le hit a été très fort à ce niveau-là, mais clairement les Lakers sont partis chercher une motivation dans la victoire, par moment aussi un petit peu prétentieuse de suite à certains comportements de certains joueurs du hit. On voyait que même des joueurs comme Tyler Hero et Duncan Robinson commençaient un petit peu à l'ouvrir, donc je pense que c'est quelque chose qui a piqué les Lakers au vif, et je pense que eux-mêmes ne voulaient pas être confrontés à l'éventualité d'un match 7. Alors ça, je pense qu'en termes de pression, même si on a énormément de joueurs plus ou moins hermétiques à la pression, sachant qu'on sait, et on l'avait dit en début de série, l'expérience joue côté Lakers, mais je pense que c'était hors de question pour eux d'aller en match 7. On a vu énormément de joueurs se mettre au diapason, même ce bon vieux Danny Green qui a subi tout un tas de menaces à l'issue du match 5. C'était d'ailleurs n'importe quoi cette histoire. On essaiera de pas revenir dessus vu l'ampleur de la bêtise que c'est, mais en tout cas même Danny Green a mis quelque chose qui était important, qui ne portait peut-être pas l'estocade, mais en tout cas qui maintenait toujours les Lakers avec un certain matelas par rapport au hit. Donc voilà, je dirais que l'apport de Caldwell Pope encore, ça commence à devenir en fait un standard, et c'est bien en fait que ce soit identifié ainsi. KCP en fait est dans la régularité d'un bon role player des Lakers, et qu'il est loin le temps en fait où il était raillé, moqué, et où on mettait justement en avant son contrat qui était selon beaucoup de monde pas mérité. Il s'est tout simplement imposé comme le 3e meilleur joueur des Lakers durant cette saison, et c'est pas mal pour l'ancien Pistons. J'allais le dire, on revoit un peu le KCP flamboyant, c'est peut-être un peu trop, mais on revoit le KCP qu'on voyait à Détroit, qu'on avait souvent, dont on soulignait souvent le niveau dans le podcast. C'était un vrai bon joueur de complément, et là clairement il a fait, c'est le 3e meilleur, c'est ce qu'aimait bien dire Alan, qu'on salue. Il aimait bien dire que voilà, oui, c'était KCP le 3e meilleur Laker, et que en l'occurrence, eh bien bravo, parce que on a retrouvé le KCP. On en parlera, mais c'est un peu une histoire de rédemption aussi, ce titre des Lakers. Qu'on pense à KCP, on peut penser à un Rajon Rondo, on peut bien évidemment penser à un Dwight Howard. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu raillés et qui se rachètent
Donc il y a aussi cette dimension-là dans ce titre des Lakers. Je pense que les auditeurs vont comprendre, Ilias, on va pas vraiment s'attarder plus que ça sur ce match qui a été vraiment une démonstration. Et moi, ce que je veux noter quand même sur ce match, sans qu'on fasse de ce podcast un podcast pro LeBron, je veux juste dire que selon moi, on a vu là la taille, l'ampleur du chantier que peut faire LeBron James. C'est-à-dire qu'on a vu Jimmy Butler faire 2 matchs all-time sur la série. Il en fait que 2 Butler. Et à chaque fois, le match d'après, alors dans le match 4, il fait une performance correcte, et dans le match 5, il est en délicatesse. LeBron James fait des séries entières, des campagnes entières de playoffs sur des performances de ce niveau-là. Je pense que dans un jour où, voilà, il a glané son 4e titre de MVP des finales également, c'est à remettre en contexte, en fait. On assiste à vraiment au top niveau de ce qu'on peut voir dans ce sport, et vraiment il faut pas le prendre pour je sais que c'est l'Arlésie, enfin c'est le marronnier de dire ça, mais il faut vraiment l'apprécier parce que sa première mi-temps est d'un standing assez incroyable. On est sur la continuité en fait du match précédent, qui était déjà tout simplement incroyable. J'avais l'impression un peu d'être dans la continuité du LeBron qu'on avait laissé en 2018, sachant que c'était sa dernière campagne de play-off à cause de sa blessure de l'année dernière et qu'on n'avait pas pu voir donc en play-off. On est tout simplement dans la continuité, et en fait je crois que c'est un peu aussi de notre faute, à nous le public, les médias, les suiveurs et les passionnés de ce sport. Je crois qu'on a imposé à ce type un niveau d'exigence qui, selon moi, n'a jamais été vu dans l'histoire de cette ligue. On va pas refaire l'historique de LeBron à sa sortie du lycée. On sait que c'était le chosen one, il se l'est même tatoué sur le dos. Sports Illustrated avait abondé dans ce sens-là, mais je crois que on se rend pas compte en fait la manière en fait dont il a su accepter les challenges au fil des années, et j'ai jamais vu un joueur en fait avoir une capacité de diffusion aussi importante auprès de ses coéquipiers. On l'a vu, il a su faire naître et renaître des joueurs au fil de sa carrière qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Que ce soit par exemple lors de son premier passage à Cleveland, où il a emmené à l'âge de 22 ans des joueurs comme Bobby Gibson, Ilgauskas, Drew Gooden, Sasha Pavlovic en finale NBA. Ensuite, on l'a vu faire renaître des joueurs comme Jeff Green à ses côtés dans des game sets de finale NBA. On l'a vu faire renaître cette année, et je pense que c'est sa présence qui est pour quelque chose. Des joueurs comme Dwight Howard, dont plus personne ne voulait. Et d'ailleurs, je me rappelle d'avoir eu une conversation en off avec vous, les gars, en début de saison, quand on a commencé le podcast, quand j'ai rejoint l'équipe. Je demandais à vous tous si vous arriviez à croire au fait que Dwight Howard puisse réussir aux Lakers, et la plupart des avis étaient négatifs. Je me rappelle notamment de celui de Tom, mais moi j'avais plus ou moins l'espoir que ça se passe bien, justement à cause de la présence de ce type qui, là où il va, diffuse, organise, gère tout de A à Z et mène à minima au bout de la 2e saison ses équipes au titre NBA. Ça a été le cas à Miami. Première saison, ça s'est mal passé. 2e saison, ils sont champions. Il retourne à Cleveland. Première saison, Love et Kyrie se blessent en finale. 2e saison, ils reviennent de 3-1 et ils gagnent face aux 73-9 des Warriors. Cette fois-ci, ils décident de rejoindre Los Angeles, soi-disant pour faire des films, soi-disant pour tout un tas de projets parallèles au basket. Première saison, ils se blessent. 2e saison, ils sont champions. Voilà. Il y a vraiment... moi, ce que ça me fait penser à un truc, il y a, c'est que je pense qu'aussi LeBron, on a vu peut-être qu'il y a je parlerais peut-être de fracture générationnelle. Enfin, là où je pense qu'avant, il y avait peut-être une vraie volonté d'un point de vue salary cap, ça coûtait moins cher de ramener des joueurs anciens, etc. Anciens entre guillemets, quoi, des vrais vétérans avec un vrai bagage dans la ligue. Là, je pense que maintenant aussi, il y a peut-être une notion de le discours va mieux passer avec ces joueurs-là. Le discours va mieux passer avec ces joueurs-là. Je pense que c'est d'autant plus marquant après la première saison de LeBron, t'en as parlé, à Los Angeles, où il y avait peut-être une fracture générationnelle avec des plus jeunes joueurs. Je crois que j'avais lu ça sur Basketball Insider, je sais plus, que beaucoup de ces jeunes joueurs-là voyaient LeBron comme une idole, et du coup,
se prendre des reproches de lui, ça avait une toute autre dimension en fait. Et en fait, c'est Kyle Kuzma qui disait ça, tout à fait. Et là où un Dwight Howard est drafté une année après lui, un Rajon Rondo le bat dans ses jeunes années, les jeunes années de LeBron à Cleveland, celles de Rajon Rondo à Boston. Enfin, il y a le discours passe peut-être différemment. Danny Green avait déjà eu des joutes en playoff et en finale NBA avec lui quand LeBron était à Miami, Danny Green était à San Antonio. Je pense que tout ça passe différemment avec des joueurs qui ont 7, 8 voire plus d'années dans la ligue, et que je pense ça sera le futur un peu modèle LeBron. C'est que dans les prochaines années, parce qu'il faut pas oublier que si on regarde d'un point de vue tout bête, c'est d'un point de vue salary cap, des joueurs qui ont leur contrat garanti sans player option pour l'année prochaine, il y en a pas beaucoup côté Lakers. On a LeBron, on a Danny Green, on a Alex Caruso et on a Horton Tucker, c'est tout. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont soit des options, soit qui sont libres de tout contrat, et je pense que là, plus que jamais, LeBron, pour les joueurs qui ont de la bouteille dans la ligue, ça l'était déjà, mais en plus avec l'aspect Los Angeles, ça va devenir la destination prioritaire. Ah, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est un petit peu le lot de toutes les équipes qui jouent le titre dans un premier temps et qui sont championnes ensuite. On a vu que ces dernières années, ça avait rameuté des joueurs qui certes étaient en fin de carrière, mais qui avaient encore quelques bonnes minutes dans les jambes. Je crois que l'exemple le plus concret, je crois qu'en termes de chasseurs de bagues, on n'a pas vu pire ces dernières années, mais il y avait l'exemple de David West qui d'abord avait rejoint les Spurs et qui dès l'instant où KD avait rejoint les Warriors, avaient fait le choix justement de rejoindre Golden State. Donc quelque chose me dit que les Lakers pourraient bénéficier de ce genre de signature dans les années à venir, parce que tant que LeBron sera là, ce sera quelqu'un qui permettra à ce genre de joueur, pourquoi pas, de se donner une seconde jeunesse, une seconde chance. On l'a vu, c'était un peu l'année de la rédemption pour des joueurs comme Dwight Howard et Rajon Rondo, qui étaient un petit peu considérés comme des pestiférés, hein. Enfin même et là on parle de joueurs qui ont contribué, qui ont joué et qui ont apporté leur pierre à l'édifice de ce titre des Lakers. Je préfère pas revenir sur des cas comme J.R. Smith et Dion Waiters qui sont là pour faire le nombre. Donc on le voit par exemple, je sais t'as dû le voir passer aujourd'hui Ben, mais Danilo Gallinari a clairement affiché son intention de gagner un titre, donc il ne fera pas selon ses dires de l'argent une priorité pour cet été. Donc je serais pas étonné par exemple qu'il rejoigne une équipe comme les Lakers. Je serais pas étonné. Parce que justement, jouer avec LeBron, ça te donne cette garantie-là. Non seulement il va te faire briller, t'emmener peut-être au sommet, mais en plus, et on le sent dans son discours d'après-match, et c'est un discours qu'il a tenu durant toute sa carrière, c'est quelqu'un qui aime impliquer ses coéquipiers. Et souvent, ça lui est reproché. Il suffit de voir ce que les foudres qu'il a subies suite à sa passe à Danny Green. Donc clairement, ça réhabilite LeBron. On reparlera. On en parle beaucoup de ce DH20, de ce classement des 20 meilleurs joueurs qu'on va mettre à niveau, mais moi j'ai peut-être blasphémé à l'époque. Je demandais, LeBron, ça faisait 18 mois qu'on l'avait pas vu en playoff. Je demandais est-ce que c'était si évident que ce joueur-là, à 35 ans passés, restait le meilleur joueur du monde. Je pense que sur cette campagne de playoff, on a la réponse, la capacité à toujours répéter les performances de haut niveau, même de haut mur, à répondre présent. Enfin bref, toutes ces choses qui font que... 17e saison. 17e saison. Je rigole de manière vraiment idiote, quoi. C'est un sourire nerveux, quoi. C'est saison. C'est fou. C'est extraordinaire. Et puis, on voit même un Magic Johnson qui dit même, alors on se moque souvent de Magic et du peu de plus-value qu'ont ses interventions, mais qui, quand il explique que oui, il fait face à une pression qu'aucun joueur n'a vécu, ça donne vraiment du crédit à cela. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi, peut-être, de son Robin, Anthony Davis, qui du coup obtient sa prochaine bague. Alors déjà, forcément, NBA Twitter fantasmé sur sa peut-être free agency. Il a une player option à 30 millions. On va pas, même si je dis toujours qu'il faut se méfier, on va pas parler de ça aussi. Belle revanche aussi pour Anthony Davis, parce que je faisais partie des gens qui... Alors ça a souvent été mal interprété, mais je critiquais pas Anthony Davis le joueur, j'expliquais juste que c'est difficile de juger un joueur hors contexte playoff. Bah là on a vu que Anthony Davis, oui, c'est un top 10 NBA largement, c'est un joueur dominant, on en a la confirmation.
très largement, voire même un petit peu au-dessus. Anthony Davis, c'était un joueur qui avait gagné que 5 matchs de play-off avant de rejoindre les Lakers. Donc autant dire qu'il a bien capitalisé en rejoignant Los Angeles. Mais on va dire que il a pas uniquement rejoint les Lakers, c'est un petit peu toujours une manière de tout ramener à ce bonhomme, mais je pense que jouer avec LeBron James, c'est pas n'importe quoi, d'autant que la particularité de AD par rapport à tous les sidekicks de LeBron au fil de sa carrière, c'est qu'il est de loin, selon moi, le meilleur. Pour moi, il est au-dessus du Wade de Miami, au-dessus de Kyrie Irving, au-dessus de Chris Bosh, mais on va dire que c'est de loin pour moi le plus complémentaire. Et pourtant, on en avait parlé aussi lors de ma seule intervention avec toi, Ben, il y a quelques jours, c'est que je trouve qu'ils ont pas encore donné la plénitude de ce qu'ils pourraient donner l'un et l'autre. Je trouve qu'ils jouent pas encore suffisamment ensemble, notamment en termes de pick and roll, mais en tout cas c'est quand même monstrueux de se dire que ils sont à l'an 1 de leur collaboration et ils sont déjà champions. Donc que va-t-il en être quand d'autres pièces vont commencer à s'y ajouter, que tel du miel, ils vont commencer à attirer certaines abeilles. Donc ça risque d'être assez terrifiant, mais en tout cas le niveau affiché par Anthony Davis toute la saison a été incroyable, notamment en défense. C'est lui le patron de cette défense des Lakers. Les Lakers qui ont été une des meilleures défenses de la saison du premier jusqu'au dernier match de la finale, où vraiment c'était carrément symbolisé par cette agressivité qu'on a vue, mais quel joueur en tout cas. Enfin, c'est de loin le complément parfait à LeBron. Il finit cette série en 25-10. On aurait très clairement pu lui donner le MVP si à côté de lui, il avait pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ouais, totalement. Et je te rejoins aussi sur l'aspect défensif. Si on revient légèrement à ce match 5, la prestation défensive des Lakers en première mi-temps, elle est incroyable. Ah, c'est terrifiant. Ils sont sur tous les ballons. Il n'y a pas un shoot facile. Duncan Robinson, je crois, en met un ou deux, mais enfin, ils doivent se battre pour chacun de leurs points. Même, on voit même dans l'attitude, un LeBron James sur un Jimmy Butler, il n'y a pas la même intensité. Et oui. KCP, il peut te décrire la couleur du short et du caleçon de Duncan Robinson. D'ailleurs, on l'a appris a posteriori, il y avait un petit peu de rififi entre les deux. Il y avait quelques petites tensions entre les deux. Et puis aussi, ouais, tu l'as dit, Anthony Davis, patron de cette défense qui vraiment, c'était une des conclusions d'ailleurs. On vous avait demandé sur Twitter dans l'après-midi de compléter la phrase, le titre des Lakers pour vous, c'est surtout. Et un de nos auditeurs nous avait dit, je dis ça, j'essaye, tu vois la technique de radio, j'essaye de gagner du temps. Voilà, c'est @TheBrundir qui nous avait dit. C'est surtout le retour des grosses défenses et d'un jeu intérieur plus appuyé, moins de place au tout shoot à 3 points et une belle victoire d'équipe. Je nuancerai ça peut-être, on en parlera pendant l'intersaison, mais est-ce que c'est vraiment la victoire de l'intérieur? Je sais pas, parce que les Lakers, tu vois statistiquement que ils gagnent leur match quand il y a Anthony Davis sur le terrain, ou même quand ils sont en small ball, c'est là où ils gagnent leur match. Ils shootent quand même énormément à 3 points sur la plupart des matchs. Mais oui, c'est peut-être le retour des défenses, je sais pas, mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'on avait vu une équipe gagner le titre, mettre la main sur le trophée grâce à sa défense. Tu sais que moi j'irais peut-être même un peu plus loin. Ils se sont un petit peu réinventés, les Lakers, et c'est un petit peu un ovni dans le basket moderne actuel qui a été démocratisé par les Warriors et les Rockets. Mais j'estime que les Lakers vont peut-être, à cause en fait du côté totalement inarrêtable de son duo, va peut-être en fait pousser certaines équipes à s'adapter à eux, comme d'autres équipes ont pu le faire pour contrer les Warriors par exemple, parce que va falloir trouver une solution à ce duo là, et si on arrive à faire accepter à Anthony Davis de jouer au poste 5 et que LeBron se met comme hier au poste 4, mais là c'est terminé. Si en plus il trouve quelqu'un qui peut joliment driver cette équipe et qui a une capacité à shooter, là ça risque d'être très très problématique pour les autres équipes, sachant que elles vont être en plus confrontées au fait que les Lakers vont aller dans le sens de la cohabitation. Ils vont commencer à encore mieux se connaître. Il y a en plus un espèce d'esprit de camaraderie qui a l'air de régner dans cette équipe. Donc le tout autour du général LeBron, ça risque de faire assez mal, et
tant que les Lakers garderont en tout cas ce mindset, cet état d'esprit qui est de se dire que ça fait un peu cliché de dire ça, mais les matchs se gagnent ainsi que les titres se gagnent à travers la défense. C'est en tout cas la meilleure ligne de conduite à s'imposer. Et c'est d'ailleurs, je me rappelle de l'interview de Anthony Davis lors du Media Day des Lakers, donc pile un an en arrière, quoi. Ça commence à remonter, et qui disait je veux imposer mon empreinte défensive à cette équipe et je veux qu'on devienne une équipe défensive. Et tout de suite, le journaliste l'avait relancé sur LeBron, qui avait qui était un petit peu dissipé l'année d'avant en défense et qui faisait pas vraiment trop les efforts. Il a dit, et croyez-moi, je vais impliquer LeBron pour aller dans ce sens-là. Et on sent que AD a plus ou moins réussi à challenger LeBron. Et après, LeBron, c'est quelqu'un qui marche à la motivation, c'est un savant de ce sport, et il savait de toute façon que l'année dernière, quand bien même il aurait fait les playoffs, ça aurait été très compliqué d'aller au bout. LeBron, il a besoin d'avoir un objectif clair, et tant qu'il a les armes pour, eh bien, il se donnera à fond. Totalement. Enfin, totalement, je te rejoins. Alors, je te rejoins pas complètement, mais on va garder des billes. L'intersaison risque d'être très longue. Donc, je sais pas à quel point les autres équipes vont s'adapter aux Lakers, parce que j'y reviendrai. Je garde mes billes, je garde mes arguments. Là, on est un peu dans la gloire. Juste une question alors, Ben. Les Warriors, qui ont longtemps été des adversaires pour l'un et pour l'autre, hein, que ce soit pour LeBron quand il était aux Cavs ou pour AD quand il était aux Pelicans. C'était clairement les deux joueurs contre qui ils n'ont jamais eu de réponse. Ah oui, c'est pour ça. C'est alors, pour ça si tu combines les deux. Oui, c'est pour ça quand on a vu cette association, c'était notre réponse aussi. C'est leurs deux kryptonites, qui est une super kryptonite qui est réunie contre ces Warriors. Après les Warriors qui sont, les gens vont nous dire, vous avez un billet pro Warriors. Non, c'est juste que ce serait une des équipes intéressantes à suivre l'année prochaine. Mais oui, je pense qu'il y aura une petite adaptation, mais on y reviendra quand, et c'est d'où le débat small ball qui revient avec Tom, hein. Les autres peuvent être témoins, le débat small ball revient. Si tes 5 meilleurs joueurs sont, il y en a aucun au poste 5, voire même au poste 4 en fait, je sais pas si ton intérêt à t'adapter à Anthony Davis, il est très grand. Parce que si on me dit que t'as intérêt, il faut juste que tu sois plus adroit, quoi. Comme l'a été Miami, quoi. C'est ça. C'est parce que si on me dit, faut quand même que tu t'adaptes, alors du coup, c'est se mordre la queue par rapport aux arguments qu'on m'a servi sur le small ball. Je ferme la parenthèse. Mais c'est sûr que c'est une victoire où oui, défensivement, on a eu des grosses performances. Alors, je sais ce que Hipster NBA Twitter va venir me dire. Les Warriors étaient très forts défensivement. Je suis d'accord. Mais je pense que Ilias, t'es d'accord avec moi? C'était peut-être pas leur identité première. Là où c'est l'identité première des Lakers sur les 10 derniers matchs, c'est que défensivement ils font la différence, et quand ils sont en difficulté ils peuvent se reposer sur cette défense. Je vois d'ailleurs en relisant mes fiches que j'avais oublié de citer Kyle Kuzma aussi, malheureusement, dans les joueurs qui seront là l'année prochaine, parce que Kyle Kuzma a une bague et c'est quand même incroyable vu le niveau de ses finales. Mais parlons, on va arriver aux 30 minutes avant peut-être d'aller plus loin. On va rendre hommage peut-être au Heat, et c'est assez marrant qu'on soit tous les deux, Ilias, parce que je pense qu'on était un peu les conducteurs du train Heat. C'est clairement une post-season des playoffs dont on se souviendra. Enfin, ceux du Heat vont rester dans nos mémoires, je pense. Ah, clairement. Enfin, malheureusement, on va dire que la photo aurait pu être plus belle pour eux, mais il faut quand même faire un petit peu la rétrospective des playoffs de Miami. Et en fait, voilà, c'était du menu frottin, hein, les Pacers. D'ailleurs, on était ensemble ce jour-là avec notre ami Pierre. Je me rappelle avoir dit que ce serait une affaire assez vite réglée. 4-0, on n'en parle plus. Mais après, les séries contre Milwaukee et surtout contre Boston ont été vraiment des must-see. Vraiment, c'était extraordinaire à voir. Enfin, moi, je me suis régalé devant chacune des séries de Miami. Et moi, j'adore en fait les équipes qu'on arrive à identifier grâce à une identité. Et il y a quelque chose de très marqué à Miami. On voit qu'ils s'entraînent dans ce sens-là, ils jouent dans ce sens-là, tous leurs systèmes vont dans ce sens-là, et c'est une équipe qui, un peu comme les Lakers d'ailleurs, tu sais, ont pas forcément un style très marqué en attaque. C'est beaucoup de main à main, c'est beaucoup de switch, beaucoup d'ISO aussi par moment pour Butler pour aller au cercle. Mais c'est une équipe qui va faire en sorte aussi de générer de l'attaque grâce à sa défense. Donc c'était
pas vraiment une opposition de style en finale, peut-être au niveau des attaques, mais en tout cas on avait le droit à 2 grosses défenses. Mais maintenant, comme j'ai pu te le dire en off, je dirais que le plus dur commence maintenant pour Miami, parce que je pense qu'ils ont profité de ce contexte de bulle pour sortir leur épingle du jeu et accéder aux finals. Mais maintenant, le plus dur, et c'est un petit peu le lot de toutes les équipes surprises, c'est que maintenant on attend l'année de la confirmation. Que va nous donner la saison prochaine? Goran Dragic est free agent, il a très clairement clamé son amour pour cette équipe, donc à voir est-ce qu'il pourrait être signé pour quelque chose d'intéressant pour lui et pour Miami, de manière à continuer l'idylle ensemble. Quand sera-t-il des joueurs comme Jay Crowder qui vont très clairement demander à être payé après avoir très longtemps été sous-payé? Tu sais, il avait cette espèce de sobriquet du joueur qui avait le super contrat, le contrat génial à intégrer dans son équipe. Je pense qu'il doit en avoir marre de ce statut, tu vois. Il aimerait bien aller gratter ce que peut gratter encore un joueur comme Iguodala, que je trouve que on en a un petit peu beaucoup fait, et voilà, enfin, il a encore pu apparaître par séquence, mais voilà, le plus dur commence maintenant pour Miami, et à voir ce que ça va donner. Oui, totalement. Enfin, faut rappeler, tu as commencé à le faire. Goran Dragic, free agent. Bon, Solomon Hill, free agent. Bon, je sais pas s'il va être signé. En tout cas, pas à 12 millions, pas à presque 13 comme il était actuellement. Meyers Leonard, pas là. Jay Crowder, pas là. Même si les joueurs qu'on va dire au cœur, un Butler, un Adebayo qui est toujours dans son contrat rookie, un Tyler Hero seront toujours là. Il faudra aussi trouver peut-être les pièces si certaines s'en vont. Donc il faudra adapter cet effectif. Après on était d'accord sur Miami. En fait, alors peut-être que c'est même un mot démodé, peut-être que je vieillis, mais il y a un swag qui se dégage de cette équipe en fait, qui est. Ouais, t'as envie de les aimer, c'est clair. Ouais, c'est ça totalement. Il y avait, je trouve même, moi, j'ai deux souvenirs. J'ai pas sur les réseaux, je me rappelle pas d'une finale où on salue à ce point le perdant. Alors peut-être que c'est aussi parce que d'un côté il y avait un peu l'aspect David contre Goliath, mais quand même on a grandement souligné ce qu'a fait le Heat. Je suis d'accord avec toi, je pense que l'aspect bulle les avantages, parce que tout le monde, les journalistes présents comme les observateurs, insistaient sur le fait que cette équipe de Miami c'était la plus préparée en arrivant, c'était physiquement, elle était prête mentalement, enfin bref, il y avait tout ce contexte là. Je pense qu'aussi, oui, peut-être, c'est le lot de toutes les équipes qui font ce genre de performance. Peut-être on voit un peu trop beau l'année d'après. Parce que moi, je maintiens que l'année d'après, l'Est, c'est les Bucks qui vont arriver morts de faim. Et surtout, une franchise qui aura une pression énorme, vu que on commence justement à lier Giannis à cette équipe de Miami. C'est aussi les Nets qui vont arriver. Et je pense que Kevin Durant, comme Kyrie Irving, voire LeBron titrés, à des niveaux différents, ils veulent aussi leur part du gâteau. C'est le Heat aussi, c'est Boston qui, avec une équipe jeune et peut-être plus en forme avec les K, Hayward et Walker, on aura le temps d'en parler, qui vont aussi être présents. Ce que je veux dire par là, les Sixers qui vont essayer de se racheter avec Doc Rivers en coach. On va avoir une belle conférence Est. Il y a pas de pépins physiques majeurs, comme on a pu le voir avec KD, Kyrie, Ben Simmons ou d'autres joueurs comme ça, on pourrait avoir une très belle conférence Est l'année prochaine. Totalement, je suis d'accord avec toi. Je dirais même jusqu'à dire que je pense que le haut de l'Est pourrait s'avérer plus intéressant que le haut de l'Ouest. Ce qui est terrible à l'Ouest, c'est qu'il y a 13 équipes qui peuvent jouer les playoffs en fait, et ça va vraiment être une bataille incroyable. Mais pour revenir sur ce Heat de Miami, oui. Puis moi aussi, je pense que je sais pas si t'es d'accord, c'est là un peu la consécration de Spoelstra. Spoelstra qu'on a vu en pleurs, c'était assez émouvant après ces finales, mais c'est aussi c'est un top 3 si ce n'est plus, hein. C'est difficile de classer les coachs, mais c'est vraiment l'élite de l'élite dans son job, quoi. Bah écoute, est-ce que au final, parce que c'est un destin qui est un peu lié, ils se sont croisés, il a été son coach, est-ce que Erik Spoelstra n'est pas le meilleur coach que LeBron n'ait jamais eu? Ah, je pense si. Sans manquer de respect à Frank Vogel, mais avait-il cette aura? Ah bah oui, non. Pour moi, Vogel, ça navigue pas encore dans les mêmes eaux que Spoelstra, clairement pas. Non. Mais en tout cas, enfin le Spoelstra d'aujourd'hui, quand bien même celui-ci n'est pas titré, me semble être encore plus ingénieux, plus confiant, plus mature dans ses choix, plus de capacité à diffuser sur ses joueurs que celui de l'ère
Three Amigos, parce que bon, voilà, quand t'as des joueurs comme Wade, LeBron et Bosh sur le terrain, accompagnés de joueurs comme Shane Battier et Ray Allen, c'est comment dire, t'as un peu t'as le relais ultime en fait sur le terrain pour pouvoir gérer ton équipe. La preuve, c'est que LeBron, voilà, il a mené à des titres NBA des coachs quasiment rookies, quoi, enfin des joueurs qui ne sont pas des coachs légendaires ou qui n'avaient jamais été champions NBA. Donc moi je trouve que c'est encore plus beau justement d'aller dans ce sens-là. Je me demande si on ne salue pas plus Erik Spoelstra pour tout ce qu'il fait depuis le départ de LeBron plutôt que durant la période où il était avec LeBron. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, parce que pour moi, ça vient cimenter, on le fait, parce que ça cimente son statut, parce que, je parle souvent, tu vois, on en parlait par rapport au coach, je sais pas si t'étais présent dans ce podcast-là, Elias, mais moi je dis toujours, attention, un bon coach, ça dépend du vestiaire. Voilà, être un bon coach aux Clippers, c'est pas la même chose qu'être un bon coach aux Hawks en ce moment. Et ce qu'a fait Spoelstra, c'est qu'en fait, on a vu que sur la dernière décennie, il a su être le coach d'une équipe blindée, d'une équipe remplie de stars, de vétérans, malgré qu'il avait un âge relativement jeune pour entourer tous ces joueurs-là, et peut-être pas les accolades pour ça. Et on l'a vu depuis le départ de LeBron, créé avec Pat Riley, parce que maintenant, j'avoue que Pat Riley, alors là c'est vraiment pour les très anciens du podcast, j'avais quelques réserves, je trouve qu'un peu sa casquette d'Al Pacino un peu du basket game était un peu surfaite, et là je comprends toute la confiance qu'il lui a accordée, parce qu'on a vu qu'il a su créer quelque chose avec, alors je veux pas manquer de respect aux joueurs du 8, mais sur le papier, c'est pas une équipe qui doit aller en finale NBA, cette équipe du 8. Mais de toute façon, la confiance de Riley en Spoelstra, elle remonte à très très longtemps. Enfin, il suffit de voir ne serait-ce que les débuts du trio LeBron, Bosh et Wade, quand Miami était à 8-9, 8 victoires, 9 défaites dans l'ère, voilà, dans l'an 1 de cette équipe. Enfin, la pression médiatique pour qu'il soit viré, elle est monstrueuse. Je me demande même si ces joueurs n'abondaient pas dans ce sens-là. Mais Riley lui a toujours accordé sa confiance, et on voit pourquoi en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui doit le connaître parfaitement, et qui a tout un tas d'idées totalement cohérentes concernant voilà le poste qu'il occupe, et voilà, il y a pas de mystère s'il a su durer aussi longtemps, et aujourd'hui on a le fruit de toute cette confiance en fait, et de toute cette relation entre les deux. Ouais, je suis d'accord, et enfin pour m'en rappeler, on le donnait mort à chaque semaine, Spoelstra, et là je crois que c'est aussi un peu alors c'est facile de dire ça, mais on voit les différences entre les bonnes et les mauvaises organisations en fait. C'est que un Spoelstra, si on donne dans les mains d'une mauvaise organisation ces Three Amigos de l'époque, Spoelstra fait peut-être pas de vieux os, là où on a quelque chose de structuré à Miami, où d'ailleurs je pense qu'avec ce parcours, Miami se réaffirme aussi comme une top 5 organisations dans la ligue. Je pense qu'ils y sont assez largement. Enfin, il y en a quelques-unes, et ça permet aussi, pour finir le parallèle, ça permet aussi peut-être aux Lakers de se réaffirmer. On a vu le discours de Jenny Buss qui était peut-être emprunt aussi par rapport au contexte social, mais aussi il y avait clairement dans l'idée, quand chez les Lakers on prenait la parole au micro d'ESPN et de Rachel Nichols, d'aussi dire on est les Lakers. On est les Lakers. Et c'est pour ça, sur les réseaux, moi, ça me faisait rigoler, parce qu'on avait d'un côté, je pense, cette frange des fans des Lakers qui se disaient, peut-être plus jeunes, qui se disaient, voilà, on a enfin ce titre, et il y en avait d'autres qui étaient plutôt dans l'état d'esprit, on est de retour là où on doit être. On est Los Angeles, on doit... On perpétue notre tradition. C'est-à-dire, celle d'une équipe qui, désormais, en fait, a autant de titres que les Celtics. C'est en ça aussi en fait que le travail voilà de Vogel, de LeBron, de AD et de toute l'équipe des Lakers est assez fantastique, c'est-à-dire que il repositionne peut-être les Lakers comme l'équipe la plus importante de l'histoire, sachant que ils ont beau avoir autant de titres que les Celtics. À ce niveau-là, ils sont sur la même ligne. Par contre, ils ont beaucoup plus de finales à leur actif. Donc, à voir. Ça, je laisserai ce débat. Je laisserai s'entretuer les fans des Lakers et des Celtics. Mais en tout cas, c'est un titre qui donne énormément de sens et de crédibilité à tout ce qui a été mené depuis le début de la saison. Et faut mine de rien quand même saluer le travail de Rob Pelinka qui a su monter cette équipe, mais
voilà, je pense que c'est toujours beaucoup plus facile quand au milieu de tout ça, t'as un chef de meute comme LeBron qui de toute façon va mobiliser tout le monde et les emmener dans le même sens. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant ce que t'as dit. T'as évidemment voilà ceux qui ont été amenés à aimer les Lakers, on va dire. Sur les dernières années, on va dire sur la dernière décennie, qui ont peut-être vu aller les deux précédents titres des Lakers, donc 2009 et 2010, et qui voilà ont connu une longue traversée du désert. Pour eux, voilà, c'est une joie immense, etc. Et t'en as d'autres pour qui, voilà, pour Snoop Dogg par exemple, tout est normal et voilà, on a remis l'église au centre du village, tout simplement. Pour revenir par rapport à cette bataille, sans prendre parti par rapport à cette bataille Lakers-Celtics, c'est vrai que, alors, je ne citerai pas son nom, j'ai pas envie de voir une armée de Bostoniens dans ces mentions, mais il y a un membre de l'équipe qui dit souvent, oui, mais en fait, les supporters de Boston, la plupart, ils ont vu un seul titre. C'est vrai que la plupart ont vu que celui de 2008, en fait. Enfin, ils en ont pas vu d'autres. Là où c'est vrai que les Lakers ont, à part, c'est pour ça, d'où l'intérêt, les auditeurs comprennent d'où l'intérêt d'avoir Elias avec moi pour un peu fact-checker, mais dire les Lakers dans l'histoire récente, à part 90, ils se ratent dans aucune décennie. Donc c'est là où on voit le poids d'une franchise. Puis enfin je dis ils se ratent dans les 90 dès le tournant du siècle, ils ont gagné un. Donc il y a aussi ça, cette équipe. Et ils ont aussi, tu sais, cette capacité en fait à relancer la machine très rapidement par leur attractivité en fait. Totalement. Parce que en fait les Lakers, ils font une finale NBA en 91 face aux Bulls de Jordan. Bon, ils étaient sur la fin de quelque chose. Magic était sur la fin, t'avais un jeune Vlade Divac, Byron Scott et James Worthy étaient blessés pour cette finale. C'était assez complexe et les Bulls étaient dans dans la quête de l'obtention de leur premier titre. Donc il y avait pas vraiment photo. Après voilà, ils ont eux aussi, en tout cas là aussi suivi une longue traversée du désert et il y a eu un déclic en fait. C'est pas un déclic, c'est pas un coup de génie. Tout simplement Jerry West qui a su convaincre Shaquille O'Neal de rejoindre les Lakers à l'été 96. Et forcément tu t'es juste en fait mis à disposition le joueur qui allait être le plus dominant de la génération à venir. En plus, ça coïncidait avec la très proche retraite de Jordan qui dominait avec les Bulls et on voit ce que ça a donné par la suite. 3 titres en 3 ans. C'est ça. Alors. Et ils ont fait pareil avec LeBron là, en fait. C'est ça. Alors on va pas. On vous l'a dit, l'intersaison sera longue, donc on discutera peut-être après de la suite pour les Lakers, peut-être sur l'année prochaine, etc. Mais je voulais revenir sur un point que tu avais mis en avant, la construction de l'équipe. Et moi, je pense qu'il faut reconnaître ses erreurs par rapport à cette construction des Lakers. L'année dernière, elle était un peu chancelante. Cette année, je trouve que avec le recul, alors bien sûr, c'est facile de dire ça quand l'équipe est championne, mais ça a été très bien fait du côté des Lakers. On a tout d'abord, on a mis AD, forcément. On a entouré tout cela de shooters. On a mis l'accent sur la défense. Et, je m'excuse, on a mis l'accent sur la défense. Et on a aussi mis des joueurs comme des Rondo, des joueurs de devoir anciens avec des rôles très précis, en fait. Et on a arrêté de faire ce qu'on avait vu sur les dernières années à Cleveland, c'est-à-dire un peu un LeBron omniprésent, omnipotent, qui devait un peu tout porter. Cette équipe pouvait marcher sans LeBron. Alors bien sûr, elle était moins forte sans le meilleur joueur du monde, c'est une évidence. Mais il y avait cette possibilité d'exister grâce à Anthony Davis et grâce aux joueurs de complément sur des séquences sans LeBron. Et pendant ces finales, moi je sais pas toi Elias, mais ça faisait un bail que j'avais pas vu une équipe de LeBron en finale où en fait à chaque fois que LeBron sortait, j'étais pas terrifié pour l'équipe en question. Là, je me disais OK, ils peuvent survivre. Alors ils vont forcément baisser leur rendement, notamment la création va baisser un petit peu, les menaces et la pénétration dans le cas des Lakers, mais on n'est pas comme face aux Cavs où même fallait calculer les moments où ils sortaient parce que c'était la fin de tout quoi. Exactement, c'était terrifiant, il y avait des stats justement qui allaient dans ce sens-là, notamment lors de la finale 2017, donc la première année où en fait les Warriors affrontent
LeBron et Kyrie, avec la présence de KD au sein des Warriors. Et il y avait une stat mais lunaire dont je n'ai plus l'exactitude, mais entre justement l'écart que se prenaient les Cavs, en fait, quand LeBron était sur le terrain, il y avait une parfaite égalité donc entre les Cavs et les Warriors, et il suffisait en fait qu'ils sortent pour que le plus-minus en fait dégringole complètement et que les Cavs se fassent totalement ruiner, parce que aussi fort que soit Kyrie, c'est pas quelqu'un qui a une capacité à dominer et à diffuser autour de lui comme le fait un LeBron. Enfin, de toute façon, les années d'avant LeBron et les années d'après LeBron montrent que Kyrie n'est pas ce genre de joueur. Avec Anthony Davis, on est sur quelque chose d'autre, parce que il est en plus accompagné d'un joueur qui peut suppléer LeBron en termes de ball handling, c'est Rajon Rondo, justement. Les Lakers, ils ont à leur disposition un intérieur en fait qui est identifié comme un des meilleurs joueurs du monde en la personne d'Anthony Davis, mais ils ont deux autres joueurs que peu d'équipes actuelles signeraient, en la personne de Javel McGee et de Dwight Howard. Mais justement, il y a un joueur au sein de cet effectif qui sait parfaitement utiliser ce genre de profil, c'est Rajon Rondo. Il adore jouer des pics avec des grands, c'est quelque chose qu'il a fait durant à peu près toute sa carrière, et c'est clairement justement le joueur avec LeBron dans cette ligue qui sait et qui adore utiliser en fait ce genre de big men pour pouvoir les mettre en valeur et justement créer une complémentarité en attaque. Totalement. Enfin, je trouve ça super intéressant ce que tu dis avec cet effectif-là constitué de plein de pièces différentes. C'est à revoir ça à travers le prisme de leur parcours. Et je trouve que, alors, il y aura, comme toujours, les commentateurs, voilà, qui commentent un peu dans le vide, parleront beaucoup de ce parcours des Lakers, contre qui ils ont joué. Moi, regardons aussi le profil des équipes qu'ils ont joué. J'en avais déjà parlé. Ils jouent, alors, un backcourt très 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 fort en la personne de celui des Blazers, avec des intérieurs un peu embêtants et, alors oui, un vide au poste d'ailier. Ils jouent ensuite l'anomalie, le micro-ball de d'Anthony, avec peut-être un Westbrook pas très bon, mais l'idée c'est pas là. L'idée c'est de voir tous les profils d'équipe. Le tour d'après, c'est Denver qui joue parfois très grand, on se souvient de ce premier 5 totalement incroyable qu'il nous avait mis dans la bulle. Et enfin, ils finissent par, je sais pas, l'équipe collective ultime, un petit peu un pléonasme, l'équipe collective, bref, le collectif ultime. Et à chaque fois, ils ont su s'adapter. C'est à mettre au crédit de Frank Vogel, c'est aussi à mettre au crédit de la façon dont l'équipe a été pensée. Ils ont des réponses à tous ces Lakers-là. Est-ce que le terme, c'est pas versatile pour nommer cet effectif? Je pense. En plus, il y a même pas Avery Bradley là-dedans. Il y a même pas Avery Bradley. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, d'autant que il aurait servi dans beaucoup de séries, hein. Notamment en tout cas face aux Blazers et même face aux Heat. Ouais, tout à fait. Donc vraiment, je trouve qu'on a construit cette équipe en se disant on va arrêter de fonctionner. Tom en parle quelquefois. On va arrêter de fonctionner au fit. On va arrêter d'essayer de maximiser et de faire de LeBron ce mec omniprésent, et on va surtout essayer, parce que l'âge, alors certes là il a balayé tous les arguments au niveau de l'âge récemment, mais on va aussi essayer de le mettre en avant et de laisser la place aux autres. Et je trouve que là on voit vraiment on voit peut-être la deuxième partie, non, mais peut-être un peu d'une nouvelle formule pour faire gagner les Browns. C'est aussi les vétérans d'une part, certes, mais aussi entourer des mecs pour que tout ne tourne pas autour de lui. Et ça a été très efficace. Ça a été très efficace et justement diversifier tous les profils de manière à pouvoir affronter en fait tout type d'équipe, parce qu'en fait les Lakers sont clairement affrontés tout type d'équipe pendant cette campagne de playoff. Après, moi, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu l'affrontement contre les Clippers. Je pense que ça aurait été encore un autre cas de figure avec deux ailiers très forts en face. C'est le seul profil qu'ils ont pas eu, ouais. Voilà, exactement. Donc à voir, mais malgré tout, je pense que on aurait vu les Lakers sortir vainqueurs. C'est un petit peu facile à dire après coup, mais je pense que autant les équipes, toutes les équipes que les Lakers sont affrontés n'avaient pas de solution à Anthony Davis, autant là je pense que les Clippers clairement n'en avaient pas non plus, quoi. Moi je m'y attends. Alors oui, j'aime mes propres phrases, mais je continuerai à dire que ces Lakers sont l'équipe que les Clippers rêvaient d'être. Ah bah c'est ça. Bah
tu sais, je me suis fendu en fait d'un petit tweet cette semaine quand j'ai vu voilà que Lawrence Frank avait obtenu le titre du meilleur directeur des opérations de l'année. Montrezarel a eu le Hustle Award. Voilà un espèce de trophée un peu symbolique. Enfin ils ont ramassé tout un tas de trophées les Clippers. Mais au final, voilà, ils se sont fait remonter un 3-1 alors qu'ils avaient des écarts assez conséquents en leur faveur. Face à une équipe qu'ils devaient battre, ils ont construit leur équipe pour aller justement détrôner les Lakers du titre de meilleure équipe de Los Angeles dans un premier temps et voilà essayer de s'asseoir au sommet de la ligue. Et Kawhi, clairement, alors que les Lakers lui faisaient des appels du pied, il a non seulement refusé de rejoindre les Lakers, mais en plus il les a challengés. Et le problème, c'est que les Clippers, ils ont sans cesse ils ont pas arrêté d'abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire que ils ont voulu en fait systématiquement piquer les Lakers, que ce soit dans les médias, que ce soit sur le terrain, que ce soit à travers des spots de pub, comme quoi maintenant c'est la Villa Kawhi, etc. Mais tu sais, il y a un seul mot avec lequel je pourrais en fait définir les Lakers en fait, et je terminerai là-dessus, c'est pour qualifier leur saison, c'est sérieux. C'est vrai. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis en fait de leur état d'esprit. Ils ne se sont pas laissés avoir en fait par diverses provocations, que ça vienne des Clippers ou autres. Ils ont laissé en fait les gens brailler, gesticuler, et eux en fait ils ont avancé dans le même sens. C'est-à-dire que je les voyais même, tu sais, juste avant qu'on soit confinés. Je les voyais tout doucement monter en pression. Tu sais, ils sortaient de cette semaine où ils venaient de se farcir et les Bucks et les Clippers en moins de 3 jours. Et tu sentais toute l'équipe, même des joueurs comme Avery Bradley, comme LeBron, comme AD, ils étaient tous en train de monter en pression. KCP commençait justement à atteindre ce niveau qu'on l'a vu atteindre pendant les playoffs. Et justement, le sérieux était de mise. Et en fait, c'est quelque chose qui a été imprimé dès le premier match de la saison. Ils voulaient être premiers à l'Ouest et on sait pourquoi. Le sérieux, pour moi, je le résumerai. C'est un peu dans les lignes de ce que tu as dit, mais il faut se rappeler que moi, je disais souvent ça avec un peu de moquerie, mais j'avais l'impression qu'on entamait ces playoffs et que personne n'était sûr des favoris. On avait ces 3 équipes, on avait les Bucks, on avait les Clippers, on avait les Lakers, et pour chacune d'entre elles, on nous expliquait de telle ou telle façon qu'elle allait avoir cliqué, comme on peut dire dans un anglicisme horrible, qu'elle allait voilà se réveiller sur ces playoffs. Et on a vu que les Bucks ne l'ont pas fait. Les Bucks sont restés endormis, les Clippers l'ont fait de manière alternative, mais n'ont pas réussi et du coup se sont fait éliminer. Les Lakers ont réussi. Les Lakers ont réussi. Les Lakers ont été sérieux et bravo à eux, ça reste on en discutera dès ce week-end pour être honnête, mais c'est une saison particulière, mais ça fait de très beaux champions dans une saison qui n'aura pas fini, mais oui. Le meilleur moyen de résumer, sérieux, je suis assez d'accord. On a vu une équipe qui a su tout simplement faire les bonnes choses au bon moment, finir au bon moment. Faut pas oublier le podcast. Peut-être que certaines personnes enchaînent les 2 podcasts à la suite, on sait pas. On était peut-être Alan un poil plus que moi, mais on se posait quelques questions après le match 5 et au match 6, voilà. Ils ont su répondre présent et gagner ce match. Et bravo à eux. Et surtout me classer parmi les meilleurs mondiaux dans les braquette de NBA.com. Je place ça comme ça. Non, merci à eux. Non, mais c'était vraiment juste pour conclure sur un petit peu une vue d'ensemble, voilà, et d'horizon, voilà, de l'effectif des Lakers. Ce titre est beau et je pense qu'il ne faudra pas le minimiser en fait dans les semaines à venir et même dans l'histoire. Tout le monde a été dans les mêmes conditions, toutes les équipes étaient sur le même lieu, ont profité du même temps de repos. Donc aucune équipe n'a été avantagée par rapport à une autre. Donc je te dirais même que il y a des Clippers quand même qui selon moi auraient dû bénéficier de toute cette période de confinement, sachant que des joueurs comme Paul George, Patrick Beverley et d'autres étaient un petit peu blessés et que ils ont profité justement de cette période d'arrêt pour pouvoir revenir assez en tout cas en forme dans la bulle. Mais pour en revenir aux Lakers, voilà, il y a quelque chose de beau. Ils atteignent donc ils reviennent à hauteur des Celtics au niveau du nombre de bagues. Ils le font pour Kobe. C'est quelque chose quand même qu'on n'a pas souligné depuis le début du podcast, mais je pense que le jour où la planète basket a perdu Kobe Bryant,
les Lakers qui étaient déjà en mission à la base, qui étaient donc déjà très très sérieux à la base, je pense que ils ont atteint un niveau de sérieux qui dépassait l'entendement. Donc ils avaient évidemment un autre objectif parallèle à celui qu'ils avaient déjà à la base. Mais voilà, on voit tout un tas de belles histoires justement germer de ce titre-là. Dwight Howard qui est champion dans une équipe dont la fanbase ne voulait plus entendre parler. C'est-à-dire que quand il a signé en début de saison, il s'est pris des foudres comme on peut pas imaginer. Rajon Rondo qui devient le premier joueur de l'histoire à gagner dans les 2 franchises mythiques. Enfin, c'est quelque chose, voilà. Enfin, c'est comme si un joueur gagnait la Ligue des Champions au Real et au Barça, quoi. C'est un truc complètement dingue à faire. Il y a voilà, c'est bien pour Danny Green qui a été menacé, voilà, de contribuer un petit peu dans le dernier match et de gagner lui aussi son 3e titre avec une 3e équipe. C'est beau également, voilà, pour des joueurs comme Caruso qui ont passé 3 ans en G-League, qui ont dû vraiment batailler pour aller chercher leur place dans la ligue. Enfin, voilà. C'est beau aussi pour Frank Vogel, pour Pelinka, pour toute l'organisation des Lakers. C'est un très beau titre et voilà, il y a strictement rien à minimiser. Totalement. On précisera avant qu'on nous le dise sur Twitter, parce que certaines personnes corrigent ceux qui disent que Rondo est la première personne vainqueur, parce que dans les années 50, un autre joueur l'a gagné, mais il l'avait gagné avec les Minneapolis Lakers à l'époque. Avec les Minneapolis Lakers et les Boston Celtics. Même moi je le savais pas. Même moi je le savais pas. Alors en fait, elle est très technique celle-ci, mais nous on parle techniquement, comme la plupart des personnes, des Los Angeles Lakers et des Boston Celtics. Oui, il y en a eu un, et on nous dira que oui, la franchise de Minneapolis a son palmarès raccordé à celui des Lakers, mais vous comprenez, voilà, vous comprenez parfaitement ce qu'on veut dire. Et oui, je pense que t'as eu le monologue de la fin, Ilias. C'est qu'est-ce que je peux dire à part ça. C'est vrai que quand on demandait sur Twitter ce titre, c'est surtout on avait Julien qui nous avait dit pour Kobe. Et il y avait cette dimension-là. Moi, j'avoue que j'ai toujours du mal à... Quand on dit ça, oui, je suis d'accord. Après, quand on dit Kobe aurait été heureux, j'avoue que moi, alors, on sort du contexte basket, mais j'ai toujours du mal à mettre des mots dans la bouche de quelqu'un qui n'est plus là, en fait. Enfin, je trouve que limite c'est presque ouais, c'est-à-dire quand t'entends des trucs du style Kobe nous regarde du ciel, etc. Ou il aurait aimé ça, ou il aurait dit ça ou ça. Ouais, on n'en sait rien, tu vois, qu'on respecte sa mémoire et qu'on dit juste que oui, on peut faire ça pour lui, mais qu'on lui mette pas des mots dans la bouche, en fait, tout simplement. Puis surtout, ce qu'on a vu, c'est en réponse à notre question, c'est le titre, c'est notamment @rafalmauve97 qui nous dit le titre qui cimente LeBron comme le GOAT. Je suis obligé de te poser une question pour finir ce podcast, Ilias. Oui ou non? Alors, est-ce que LeBron c'est le GOAT? Oui ou non? Alors, est-ce que c'est le GOAT? Selon moi. Alors, je dirais, est-ce que c'est le GOAT ou pas? Selon moi. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast Dunk Hebdo. Et comme d'habitude, alors ça fait un peu bizarre de le dire en milieu du mois d'octobre. C'est toujours le moment des remerciements. Et alors ceux-là, ça faisait un bail quand même, parce que la saison, elle a quand même commencé il y a 1 an presque. Donc, comme d'habitude, je suis content de les faire avec un de nos rookies, qui est sophomore. Du coup, maintenant, toi, Elias, parce que souvent les autres, ils se moquent un peu de moi, mes remerciements, mais c'est toujours important de faire quelques remerciements. Forcément, on vous remercie, vous, les auditeurs, pour nous avoir suivis pendant cette saison extrêmement particulière. Début de saison, confinement, arrêt de la saison, reprise dans une bulle en été, fin au début, à la rentrée. Enfin, bref, même ma phrase n'a aucun sens. C'était assez compliqué. Un vrai bordel. On vous remercie vraiment de nous avoir suivis. C'était une année aussi particulière pour nous. Ilias en est une des preuves. On a dû intégrer à l'équipe, moi qui en étais très frileux par rapport à ça, vous l'avez entendu dans la 200e notamment. On a dû impliquer et intégrer dans l'équipe 3 nouvelles personnes, donc Ilias ici présent, Adrien et Madiane qu'on salue. Ça a été bien fait. Personnellement, j'étais pas là au début de la saison, donc Pierre qu'on salue et Alan ont fait un super boulot. Tom a eu, voilà, vous le savez aussi, il a eu son petit cadeau du ciel. Donc ça a été une saison assez particulière. On vous remercie en tout cas les auditeurs de nous avoir écoutés, d'être toujours fidèles pour certains depuis quelques années. On a reçu quelques mails ou des petits messages sur les réseaux sociaux ces derniers temps
pour nous dire que voilà, certains nous écoutent depuis 3-4 ans et Ilias, moi je dis toujours un truc, alors peut-être qu'on va me dire qu'il faut sortir les violons, moi je suis toujours impressionné des gens, tu vois, nous offrent leur temps comme ça, c'est toujours incroyable, donc on vous remercie largement pour ça, on vous remercie à tous. On a d'ailleurs reçu dans ce sens-là des critiques très positives, d'autres qui l'étaient un peu moins, mais toujours avec énormément de bien-pensance qui nous permettrait voilà d'aller dans le meilleur des sens, en tout cas concernant le podcast. Donc continuez à nous donner vos conseils et à être toujours aussi fidèles. On essaiera de vous le rendre en produisant du podcast de qualité. C'est ça. Honnêtement, je le dis pas assez, ça se voit sur notre compte Twitter. Nos DM sont ouverts ou contact@dunkebdo.com si vous voulez nous envoyer un mail. Je prends parfois un peu de temps à vous répondre, mais je vous réponds toujours de manière fleuve. Donc certains auditeurs peuvent le confirmer. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, si vous avez des retours positifs comme négatifs, on a un tant soit peu de recul, donc si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter directement, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci, un grand merci à vous, un merci de ma part à toute l'équipe, du coup à Adrien, Alan, Ilias, Madiane et Tom, je l'ai fait dans l'ordre alphabétique pour rendre personne jaloux. On pense aussi à Pierre, du coup, qui n'est plus avec nous. Gros big up à Pierre. À Pierre, le fan d'OKC. On lui souhaite je souhaite à tout le monde que ça soit l'année prochaine votre équipe qui prenne la place de ces Lakers. Mais malgré ces remerciements, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini parce qu'on va se retrouver dès ce week-end. On va revenir sur les playoffs. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces playoffs? Donc du coup, on vous souhaite une très bonne semaine. On va reprendre un rythme un peu plus calme. Je vais pouvoir faire des nuits entières. Et puis on vous souhaite une très bonne semaine. On félicite encore les Lakers pour leur titre NBA. On vous remercie pour votre fidélité et on se dit à ce week-end pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Merci encore et salut. Merci à tous. Ciao.